Bonsoir, bienvenue. Bienvenue à notre espace de psychanalyse pour tous. Voilà, c'est la rentrée. Nous sommes revenus. Nous sommes revenus. Comment allez-vous? Bienvenue. Alors, bienvenue à cet espace de psychanalyse pour tous. Fabienne, bonsoir. Nidal, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous à ce nouvel épisode de Psychanalyse pour tous. Alors, nous allons reprendre ces épisodes de Psychanalyse pour tous, mais très certainement un petit peu différents de l'année dernière. Et on verra comment vont se produire, bien évidemment, les différences. Samy, bonsoir. Merci. Nathalie, bonsoir. Et bonsoir. Anouar, bonsoir. René, bonsoir. Olivier, pardon. Excusez-moi, j'avais perdu l'habitude. Alors, vous allez bien? Vous êtes en forme? Vous avez passé des bonnes vacances? La reprise n'a pas été trop difficile? Donc ici, nous reprenons notre espace de diffusion de la psychanalyse. Alors avant tout, je voudrais souligner deux choses importantes dans le travail qui a été fait. Michel, bonsoir. Dans le travail qui a été Martine, bonsoir. Dans le travail qui a été fait donc pendant les vacances. D'accord, pour moi aussi. Jamila, bonsoir. Donc, et Guy, bonsoir. De nous retrouver, ça fait du bien. Bah, ça va, en forme. Oui, merci Fabienne. Ici, nous sommes en forme. Donc, nous avons profité des vacances pour faire une partie de la récompilation de ce que nous avons réalisé déjà pendant pas mal de temps. Paulette, bonsoir, sur cet espace de psychanalyse pour tous. Et donc, j'ai réussi à Françoise, bonsoir, pour présenter un livre, Psychanalyse pour tous, donc qui va se trouver sur Amazon dans très peu de temps et que je publierai donc bien évidemment sur la page de Facebook. Donc, où dans ce livre, il y a une partie, parce que pendant toutes ces années, nous avons eu la possibilité de voir de nombreux sujets différents, et donc j'ai pas tout rassemblé, il y a que c'est un livre de 150 pages seulement, alors que si j'avais tout mis, ce serait beaucoup plus important. Donc, on va commencer par ce premier tome, disons, de Psychanalyse pour tous, où on va réunir une partie des sujets que nous avons vus. Et donc, c'était ce livre, bien évidemment, Psychanalyse pour tous, comme je disais, vous est dédié, puisque c'est grâce à votre participation que j'ai pu continuer ces directs sur Facebook par la manifestation de votre intérêt. Regina, bonsoir. Julia, bonsoir. Et donc, qui m'a permis de travailler tous ces sujets que j'ai fait pendant un certain temps et qui, donc, ont été rassemblés, corrigés, pour pouvoir être présentés dans un livre. Donc, comme je disais, ce livre sera à votre disposition dans pas longtemps, dans quelques jours, sur Amazon, pour que vous puissiez avoir accès à ce matériel directement par écrit, où c'est un matériel un petit peu différent que cet oral, où très souvent on se plaint de mon insistance avec les bonsoirs, où je dis bonsoir, Hashimi, bonsoir, Khalid, bonsoir. Moi aussi, très contente d'être là ce soir. Donc, ce que je veux dire, c'est que dans ce livre, ça va être un matériel beaucoup plus tangible pour pouvoir étudier. Bouzik, bonsoir. Pascal, bonsoir. Fatia, bonsoir. Et donc, d'un côté, il y a ça. De l'autre côté, donc, nous allons continuer. Je vais essayer de faire une liste un petit peu des sujets que nous allons voir sur Psychanalyse pour tous pour voir dans l'année. Donc, si vous avez des idées de sujets, vous pouvez me les passer. Après, je verrai, moi, je vais sélectionner un petit peu les sujets. Je ne vais pas tout prendre, bien évidemment, mais vous pouvez participer et donner des sujets qui vous intéresseraient ou des sujets qu'on a déjà vus et qu'on peut revoir, parce que ce qu'on a vu une fois, ça s'en va comme de la fumée. Il y a toujours besoin de revoir
les sujets, donc on peut répéter, il n'y a pas de problème, et de nouveaux sujets, d'accord, pour élaborer ces psychanalyses pour tous, c'est différent. Isabelle, bonsoir, pour élaborer euh, ces différents épisodes, on va dire, de psychanalyse pour tout, pour cette année 2024-2025 qui commence. Et d'un autre côté, je reprends à partir du mois d'octobre donc les cours du dimanche. Donc là, par contre, c'est un cours, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bonsoir. C'est un cours de formation pour tous ceux qui peuvent s'intéresser à la psychanalyse, pour continuer à se former, pour commencer à se former. Fleurette, bonsoir. Et c'est un cours, donc j'ai vu et j'ai publié déjà sur la page, et où nous allons travailler le sujet de la culpabilité. Donc, et c'est quelque chose, Malika, bonsoir, que nous n'avons pas encore travaillé, ou en tout cas je ne me rappelle plus, mais cette fois-ci nous allons le travailler sur 4 heures, donc pendant le mois d'octobre. Ce sont des vidéos, des cours que vous pouvez voir en direct le dimanche à 17 heures, ou que vous pouvez voir en différé, donc en différé quand il vous conviendra. Mala, bonsoir. Marie-Laure, bonsoir. Valérie, bonsoir. Et donc ça va être un cours très intéressant parce que la culpabilité, bien sûr, c'est quelque chose qui nous touche tous. Et aujourd'hui, donc pour commencer cet épisode d'aujourd'hui de Psychanalyse pour tous, et je me suis proposé de reprendre un peu, puisque ce qui nous intéresse dans cet espace, et ne l'oublions pas, donc cet espace, ce n'est pas un cours, c'est une motivation pour avoir envie d'aller un peu plus loin, pour ceux qui veulent avoir envie d'aller plus loin, pour ceux qui veulent commencer une analyse, et c'est surtout pour tous ceux, pour pouvoir se rendre compte de l'importance, bonsoir Céline, de ce qu'apporte la psychanalyse dans notre société actuelle. Et bonsoir, attendez, moi je vois pas les noms là, il faut que je remette. Bonsoir David, Ben, bonsoir. Donc Damienne, bonsoir. Donc c'est un espace de diffusion. Et quand on dit un espace de diffusion, c'est-à-dire c'est un espace pour pouvoir prendre quelques notions de ce que représente la psychanalyse, et surtout de nous rendre compte que la psychanalyse, ce n'est pas seulement une thérapie. Et ça, c'est quelque chose qui est très important à prendre en compte, c'est-à-dire qu'on dit qu'on n'a pas besoin d'être malade pour commencer à se psychanalyser. Très souvent, c'est ce qu'on commence par faire. On commence à vouloir éliminer certains symptômes et donc on commence la psychanalyse, mais que la psychanalyse vient bien au-delà qu'une simple thérapie. Enfin, je dis une simple thérapie, ce n'est pas que le travail de la thérapie, de la thérapie soit facile ou simple. Claudette, bonsoir. La culpabilité est un thème intéressant qui touche chacun de nous. Exactement. Bernard, bonsoir. Non, c'est difficile d'échapper à la culpabilité parce que quand on parle en psychanalyse de culpabilité, on parle d'un sentiment de culpabilité inconscient. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de cette sensation de se sentir coupable de quelque chose qu'on a fait ou qu'on n'a pas fait, sinon qu'il s'agit d'un concept qui fait partie de la théorie psychanalytique. Donc, ici, alors attendez, on va essayer de mettre les choses en place pour pouvoir tout voir. Donc, moi, ce que je prétends un petit peu dans cet espace de psychanalyse pour tous, c'est vous montrer un petit peu que la psychanalyse, c'est une théorie qui a ses marques et ses limites. C'est-à-dire que on ne va pas associer à la psychanalyse n'importe quoi, n'importe comment. Sinon que c'est une théorie qui est bien cadrée, qui a ses limites et qui a des éléments, comme je disais, qui vont bien au-delà. C'est un des éléments que nous allons voir aujourd'hui, qui va bien au-delà de ce phénomène de la thérapie, on va dire. Marie, bonsoir. Et aujourd'hui, je voudrais parler de ce qu'on appelle le temps en psychanalyse. Le temps. Non, nous avons tendance à donner par culpabilité. Bon, d'accord. Par exemple. Pour se faire pardonner. Et Sabrina, bonsoir. Merci. Moi aussi, ça me fait plaisir d'être là.
Donc, le temps en psychanalyse, c'est une notion qui est un petit peu, Marlène, bonsoir, un petit peu différente. Parce que quand on parle du temps en général, celui de notre vie quotidienne, euh, le temps, c'est celui qui est sur la montre, c'est celui qui est sur l'horloge, c'est celui qui fait référence qui nous permet, on va dire, une organisation temporelle, non, pour avoir des relations avec les autres. Donc c'est quelque chose qui est indispensable pour notre vie quotidienne, ce temps qui est mesurable. Mais c'est aussi une notion de temps qu'on va considérer quand on prend cette notion de temps pour penser l'être humain. C'est une notion de temps en fait qui est archaïque. Qui est archaïque dans le sens où c'est une notion de temps, le temps que nous utilisons dans notre vie quotidienne, c'est un temps qui a été fabriqué, qui a été pensé par Aristote. Donc, et ce temps, en fait, est plus en relation avec la biologie du sujet que avec le psychisme. Bien évidemment, parce que si on pense au psychisme, la notion de temps d'Aristote ne peut plus être appliquée. Il n'y a plus lieu, non, que le temps dans le psychisme, c'est quelque chose qui est bien différent. Donc quand on parle du temps et qu'on veut dire, ben voyez, je suis objectif, le temps, et même dans notre vie quotidienne, des fois, non, quand on fait des lapsus sur les horaires, par exemple, quand on fait des lapsus sur des horaires, et non seulement quand on fait des lapsus sur les horaires, sinon quand on ne répond pas à la réalité de façon, on va dire, de façon adéquate à ce que la réalité demande aussi. Des fois, il y a l'intervention d'un autre temps en nous qui fait que nous répondons à la réalité d'une façon erronée, on va dire, ou déplacée. Donc quand on parle de ce temps d'Aristote, on a tendance à vouloir parler d'un temps, on va dire que c'est quelque chose d'objectif, puisque c'est mesurable, y compris le temps de la séance, exactement, Martine. Donc, mais ce temps qu'on appelle objectif, ou qu'on pourrait appeler objectif, c'est un petit peu une sorte le temps de notre cadavre, de notre futur cadavre. Hein, c'est-à-dire c'est un temps qui est biologique. Quand on va dire j'ai autant d'années, je vais fêter telle année, donc comme si, mais ça c'est l'âge, on va dire, mais c'est même pas l'âge de mon corps des fois, parce que ça ne correspond pas obligatoirement à la biologie. Non, nous avons vu qu'il y a des femmes qui, à 60 ans, sont encore capables de tomber enceintes. Donc, Hakim, bonsoir, vous êtes tout excusé. Et donc, même le biologique n'est pas uniquement biologique chez l'être humain. Parce que comme nous sommes cet être particulier, cet être de langage, en fait, tout ce qui nous concerne a été, comment on va dire, bouleversé, je dirais. La scène bonsoir a été bouleversée par ce langage. Et on va dire qu'il a été bouleversé par ce langage parce que quand je veux, par exemple, moi, là, comme maintenant, essayer de transmettre des idées, non, on a l'impression que je trouve pas mes mots, qu'il me manque des mots, Nathalie, bonsoir, et que l'information n'est pas donnée correctement, qu'il y a toujours une différence entre ce que je veux dire et ce que je dis, entre ce que j'ai vécu et ce que je dis que j'ai vécu. Et tout ça, cette relation que nous avons avec le langage, qui est notre vie, en fait, va faire que tout chez l'être humain va être bouleversé, va être touché par ce langage, et donc rien ne va... C'est pour ça que personne ne ressemble à personne. Personne ne peut ressembler à personne parce que nous avons tous une implication dans le langage de façon différente. Nous avons une relation au langage de façon différente. Donc, tout ça pour dire que même quand on parle de l'âge d'une personne, ça ne correspond pas exactement à quelque chose de biologique, ni son corps, non, sinon que c'est quelque chose qui, à chaque fois, va dépendre du sujet, va dépendre aussi de son désir, non seulement de sa relation au langage, mais aussi de son désir. C'est-à-dire qu'on va prendre en compte le psychisme aussi qui a été touché par le langage, bien évidemment. Donc, parler de quelque chose d'objectif, Rada, bonsoir, Néléa, bonsoir, quand on va parler du temps comme quelque chose d'objectif, en fait, c'est à l'intérieur d'une montre.
on va dire, non, à l'intérieur d'une montre, d'une organisation sociale. Mais en fait, c'est une conception idéologique du temps qui efface la partie fondamentale de la problématique du temps. C'est-à-dire la problématique du temps qui est cette partie du temps qui nous correspond, de notre temps humain, de notre temps qui est, on va voir, Layal, bonsoir. Donc, parce que quand il y a calcul, comme nous avons l'habitude de le faire dans notre vie quotidienne, il y a un certain ordre. C'est-à-dire que l'essence du temps est canalisée à partir de cette première théorie philosophique, la théorie d'Aristote, du temps qui dit que le temps a un ordre. Il y a un passé, il y a un présent et il y aura un futur. D'accord? Et que ça, c'est l'ordre du temps qui a été établi par Aristote. Sandrine, bonsoir. Et bleu lumière, bonsoir. C'est-à-dire qu'on considère le temps comme un mouvement, en fait, un mouvement dans l'espace entre un point et un autre point. C'est l'expérience de l'ordre, on va dire, selon l'avant et l'après. Avant, j'étais pas comme ça. Après, on verra bien comment je serai. Mais on va voir, mais ce dont on ne parle pas quand on parle de ce temps, c'est qu'on ne parle pas des relations, en fait, de l'expérience. Et c'est-à-dire qu'il y a aussi toute une notion du temps. Quand on parle du temps, il y a le temps de la biologie, le temps de la physiologie, le temps de la philosophie. Il y a différents types de temps. C'est-à-dire qu'il y a une pluralité du temps. Et de la même façon que le temps d'une guérison, de la cicatrisation, par exemple, c'est quelque chose qui est tout à fait, non, qui est une expérience, on va dire, sentimentale. Une expérience sentimentale, non. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est particulier à chacun. Et la temporalisation a donc une limite. Le temps, la limite de la temporalisation de chacun d'entre nous, c'est la naissance et la mort. Et sur cet espace-temps, nous allons réaliser notre vie. Mais notre vie est bien plus, on va dire, grande, ample, Lila bonsoir, bien plus importante que ce que notre conscience nous permet de voir de notre propre vie. Puisque on va voir que l'existence, par exemple, une notion qui est intéressante, l'existence, notre existence n'est pas une existence individuelle. Nous ne sommes pas des individus. Dans le sens, premièrement, où nous sommes tous des êtres divisés. Et en plus, nous ne sommes pas individuels dans le sens où notre existence est articulée avec l'existence des autres. C'est-à-dire que quand nous être, c'est toujours être avec les autres. Même si les autres n'existent que dans notre tête. Parce qu'il y a des gens qui préfèrent la solitude, qui préfèrent s'éloigner des autres pour X raisons, on va dire, mais les autres existent quand même parce que nous ne pouvons pas, nous avons été fabriqués au milieu des autres, nous avons grandi au milieu des autres et les autres sont toujours là et nous ne pouvons pas l'éviter. C'est pour ça que en psychanalyse on dit que la solitude n'existe pas. Cette solitude, ça ne veut pas dire être tout seul. Être tout seul, c'est une chose, mais la solitude n'existe pas dans le sens où nous sommes habités par d'autres êtres. Notre psychisme a été fabriqué par d'autres êtres et continue à être fabriqué par d'autres êtres, grâce à ce mécanisme d'identification. Rappelez-vous que nous nous sommes identifiés à nos parents pour fabriquer ce surmoi qui fait partie de nous. Donc, ils ont été intériorisés et comme ça, non seulement les figures parentales, mais sinon, en plus, d'autres types d'identification qui, tout au long de notre vie, continuent à se faire et nous transforment. C'est-à-dire que nous sommes le résultat de tout un ensemble d'identifications. Et Freud va nous parler d'un temps qui est irréductible à d'autres temps. C'est-à-dire qu'il va rompre avec le retour en arrière. Il rompt avec la continuité du temps. Valérie, bonsoir. Et il va reformuler le temps comme justement un temps qui est discontinu. Ça va être une particularité du temps qui existe dans le psychisme et qui nous convient de prendre en considération, non seulement quand nous allons chacun, Dorothée, bonsoir, chacun dans notre consultation écouter les patients, mais aussi dans notre vie quotidienne. Christiane,
Merci, merci, bonsoir. Donc, Freud, il va expliquer dans son ouvrage sur la métapsychologie, il va nous dire que l'inconscient n'a pas de temps. Et il a commencé en disant cette phrase. Alors on va dire, c'est un petit peu bizarre, mais en fait, cette phrase, il veut dire qu'en fait, il n'a pas le temps d'Aristote, que l'inconscient ou l'appareil psychique n'a pas le temps d'Aristote. Il n'est pas ce n'est pas le temps d'Aristote qui domine cet appareil psychique. Hein. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas du temps physique, du temps que l'on peut mesurer, que l'on peut calculer. Le temps de l'inconscient doit être un temps différent de ce temps que nous utilisons dans notre expérience quotidienne. Et il va dire que c'est un temps différent du temps perçu par le sujet et qui va s'opposer aux conceptions scientifiques du temps de l'époque de Freud. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pour ça que c'est important de pouvoir prendre notion de cette nouvelle notion de temps ou de cette notion que nous apporte Freud pour pouvoir être en relation plus justement avec notre époque où on va voir que, bon, je vais essayer de me centrer sur ce que j'ai préparé. Et c'est-à-dire que le temps de son époque, c'était le temps, en fait, comme dans celui que nous utilisons pour notre vie quotidienne, mais c'était le temps que utilisaient aussi les anthropologues pour travailler, les sociologues, les scientifiques de tout genre, les philosophes contemporains, ils utilisaient le temps d'Aristote. Donc, puisque son essence, non, la particularité de ce temps, et j'insiste pour l'articulation un petit peu de cette présentation de ce temps d'Aristote, pour que nous puissions voir un petit peu dans quelle matière nous vivons, c'est que son essence est le sens de la mesure. Et le sens de la mesure est le sens du passage. On veut dire que dans la vie, nous ne faisons que passer. C'est un temps qui inclut l'espace, qui va prendre, non, dans sa propre définition, le temps va inclure l'espace. C'est-à-dire que le temps finit, pour cette conception de temps, le temps finit par être un mouvement entre un point et un autre point de l'espace. Et c'est un temps qui n'existe pas dans l'inconscient. C'est pour ça que Freud, quand il dit le temps, non, l'inconscient n'a pas de temps, ça veut dire ce temps-là n'existe pas dans l'inconscient. Et en plus, ce temps qui se présente ne passerait que dans un sens. Il n'irait que du passé, présent, futur. C'est-à-dire qu'il n'y aurait qu'un sens. Donc non seulement non, il est mesurable, mais qu'en plus il y a une direction. Et toujours vers le futur. Alors que nous allons voir que la complexité du sujet psychique fait qu'il ne s'agit pas exactement de cette même relation avec le temps. Et c'est-à-dire que c'est pour ça qu'il y a encore beaucoup de professionnels qui pensent, ou beaucoup de sujets qui pensent que ce que nous sommes aujourd'hui dépend, on dit souvent que le temps passe vite, par exemple. Non, et beaucoup de gens pensent que, en fait, ce que je suis aujourd'hui dépend de ce que j'ai fait hier, de ce que j'ai vécu dans mon passé. Est-ce que dans l'inconscient de Freud, le temps est discontinu car le passé, le présent et le futur sont imbriqués? Disons qu'ils peuvent... On va continuer, Nathalie, on va voir de quoi il s'agit. Non? Et c'est-à-dire, c'est une conception aussi qui est intéressante parce que, en fait, c'est une conception générale du temps comme si le temps existait hors de nous. Comme si le temps passait, non? Comme dit Céline, le temps passe vite, comme si c'était le temps qui passait hors de moi, et que moi je peux regarder le temps passer. Non, je regarde ma montre et j'ai l'impression que je peux voir le temps qui passe. Hein? Donc c'est quelque chose qui est hors du sujet. C'est-à-dire que dans cette conception de temps, le sujet n'est pas du tout inclus. L'humain n'est pas inclus dans cette conception de temps. Bon. Par exemple, une notion qui vient rompre. C'est-à-dire que quand on parle d'Aristote, moi je parle d'Aristote, mais ce n'est pas parce que Aristote il a pensé à moi que moi je parle d'Aristote. C'est-à-dire que ça ne vient pas du passé, de pourquoi moi je parle d'Aristote. Sinon que c'est moi, quand je le nomme,
quand il y a une particule, on va dire, de cette pensée d'Aristote qui apparaît dans mon discours, que je donne un sens matériel et objectif à la production d'Aristote. Et quand moi je vais parler de ce temps qui était une nouveauté à l'époque d'Aristote, et aujourd'hui moi je le présente comme une pensée tout à fait archaïque. Donc vous voyez qu'il y a une modification du passé. Donc la modification du passé dépend de ma situation actuelle. Que aujourd'hui, grâce à la production de la psychanalyse, nous pouvons dire que cette manière de penser le temps est une manière archaïque. Mais à l'époque d'Aristote, bien évidemment, c'était une grande nouveauté, donc toute la définition qu'il avait pu présenter sur la notion de temps. C'est-à-dire que ce n'est pas le passé qui détermine le présent. Mais dans un contexte présent, je vais donner un sens à l'expérience passée. C'est-à-dire que mon passé, c'est ce que je dis de mon passé. Et pour ça, il faut réussir à prendre une distance entre ce que j'ai vécu et ce que je dis que j'ai vécu. Par exemple, selon les personnes avec qui je parle, je ne vais pas toujours raconter la même histoire de mon passé. Il y a des gens d'ailleurs avec qui je ne vais même pas en parler, et il y a d'autres gens, je ne vais pas arrêter d'en parler. Non, et en plus, à chaque fois, la version va être différente, parce que chez l'être humain a l'incapacité de répéter à chaque fois la même version. Donc à chaque fois, il présente donc, quelque chose, donc, comme quand des fois le patient il dit « mais je vous l'ai déjà dit ». Non, ce que vous avez dit, je vous l'avais dit. Aujourd'hui, répétez-le, ça va être quelque chose de différent. Nous n'avons pas la capacité de répéter exactement ni ce que nous avons vécu, ni ce que nous avons dit hier, ou ce que je viens de dire. Répétez s'il vous plaît. Alors je répète une phrase, non, une nouvelle phrase, obligatoirement. Pourquoi? Parce que l'intonation ne va pas être mise, parce que mon énergie dans la phrase, une fois que je répète, n'est pas exactement la même. Donc à chaque fois, même si j'utilise les mêmes mots, d'accord? Donc il n'y a pas la possibilité, on va dire, le langage transforme notre passé, car la répétition n'est pas la même. Le langage transforme notre passé, c'est pas le langage qui transforme, c'est ce que je dis de mon passé. Parce que sinon, on parle du langage comme si c'était quelque chose de... Non, le langage... non, c'est ce que je dis de ma vie. C'est pour ça que on va voir que c'est plus important ce que je dis de ma vie que ce que j'ai réellement vécu. Parce que ce que j'ai réellement vécu, il a disparu, il n'existe plus, je suis désolée, mais ça n'existe plus. C'est parti, c'est fini. La seule chose qui reste, c'est ce que je vais en dire. C'est ce que je vais être capable de dire de mon passé. Et ce que je vais raconter de mon passé parle de moi au présent. Parle de ma manière de penser ma vie, de me penser moi, parle de moi au présent. Donc de la même façon que quand je parle de cette notion de temps d'Aristote, aujourd'hui je dis qu'il est archaïque, c'est-à-dire que j'ai transformé l'information d'Aristote, je l'ai catalogué, on va dire, d'une autre manière. Et je peux faire la même chose avec ma propre vie. Je peux avoir eu une enfance de maltraitance et pouvoir la transformer et avoir un autre regard sur cette enfance en disant bah non, c'était pas si mal, regardez, mon père il m'a appris à nager, même s'il criait tout le temps, bon ben Alexandra, bonsoir. Non, c'est-à-dire que nous pouvons apprendre à regarder les choses d'une façon différente et à en parler d'une façon différente. Et ça fait partie de mon présent. À chaque fois que je parle au présent. Même quand j'utilise un temps au passé, je parle de moi et je parle de ce qui m'arrive aujourd'hui. Donc, pour montrer que le temps, c'est quelque chose de relatif. Je ne comprends pas que le passé n'existe plus. Bah, il est où votre passé, Céline? On ne dit pas qu'on ne peut pas l'oublier. Donc vous dites que le passé, c'est un souvenir. Il n'existe plus, c'est un souvenir. Quand vous faites un voyage à New York, vous pouvez acheter la petite statue de la liberté et revenir avec un souvenir. Et vous avez quelque chose de matériel. Mais ce que vous avez vécu, c'est fini. Ça a disparu. Alors vous avez vos souvenirs. D'accord? Ils sont très jolis, hein, Catherine? C'est les peintures de Miguel Oscar Menasa. Charbel, bonsoir. Une autre verbalisation peut être même changer la réalité de l'événement du passé. Exactement. Une nouvelle verbalisation de ma réalité
peux transformer et je transforme mon passé. C'est pour ça que la psychanalyse dit que la psychanalyse, avec le travail analytique, nous pouvons transformer le passé. Des patients qui venaient avec une problématique en disant voilà, regardez ce qui m'est arrivé, et qui plaçaient comme on appelle le trauma, donc qui plaçaient comme quoi c'était l'obstacle énorme de leur vie, peut se modifier, se transformer, se diluer, ne plus avoir d'importance. Parce que ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas vécu. Mais c'est la manière dont on regarde ce dont on a vécu. Puis en plus, rappelez-vous aussi que Freud parle des souvenirs écrans. Les souvenirs écrans qui montrent que comme l'homme, l'être humain n'a pas la capacité de raconter réellement ce qui lui est arrivé, ben, quand on parle de souvenirs, de quoi on parle? C'est une version. Bibi chérie, bonsoir. C'est toujours une version de ce que nous avons vécu. C'est-à-dire que il va nous dire, Freud, que le temps de l'inconscient est plus en relation avec le temps historique. Le temps historique, c'est-à-dire que quand on dit, par exemple, que l'histoire de France, l'histoire de France a été écrite par les gagnants, par les vainqueurs des guerres. Elle n'a pas été écrite par ceux qui ont perdu la guerre. L'histoire, elle donne toujours une version de ce qui s'est passé. C'est la même chose pour le sujet avec son passé. C'est exactement la même chose. Alors si c'est un vainqueur, il va dire oui, moi mon enfance, mon adolescence, il va mettre en valeur quoi, les points positifs. Mais celui qui est un petit peu triste bon, on va voir parce que en fait, je continue. Et donc c'est pour ça qu'on va dire que le temps de l'inconscient, c'est le futur antérieur. Bonsoir Christine. C'est la position subjective du présent, du moment où on dit les choses qui comptent. C'est ce que vous allez dire. C'est ce que vous allez dire. Que vous parliez de votre futur, que vous parliez de votre présent, que vous parliez de votre passé, vous parlez de vous actuellement. Il n'y a pas d'autre option. Je veux dire que l'être humain n'a pas la capacité ni de voir le futur, ni de prédire le futur, ni de revivre son passé, même si certains le font dans leur imagination, dans leur fantasme, mais que c'est une incapacité de l'être humain. Le passé est passé. Et il nous convient, dans tous les cas, de pouvoir l'abandonner. L'abandonner parce qu'il ne sert plus à rien. S'il sert à quelque chose, on l'a pas. Parce que ce qui a été vécu, il y a beaucoup de choses que nous avons vécues qui nous ont formés, qui ont participé à notre construction. On n'a pas besoin d'avoir toute une liste de souvenirs. Non, on va faire une liste de souvenirs de moments, par exemple, qui sont significatifs, qui sont représentatifs. Non, par exemple. Bon. Non seulement on parle de soi, oui, on parle de soi, mais au présent. On parle de soi, mais au présent. Et ce que Freud va nous dire, et qui est très intéressant, il va nous dire que avant Freud, les philosophes, quand ils parlaient du temps, ils avaient tous omis, dans la philosophie, ils avaient tous, si je parle de traumatisme, je parle de moi. On parle toujours de soi, mais Myriam, bonsoir. Non, on parle toujours à partir de soi. Donc même si je parle du voisin, je parle de ma manière de voir le voisin. Je parle toujours de quelque chose qui m'appartient. C'est pas que quand je parle du voisin, qu'il est bleu, qu'il est rouge, ça est en relation avec moi. Sinon que c'est ma manière de voir le voisin, c'est toujours moi qui parle. Donc ce que je disais, c'est qu'avant Freud, tous les philosophes avaient omis une information très importante pour penser l'être humain. C'était qu'il y avait une limite à l'existence humaine. Et ce qui avait été omis avant la découverte freudienne, avant la découverte de l'inconscient, c'était que l'homme était un être mortel. Et ça, personne, non, ça avait été omis, comme si ça n'existait pas. Ça n'avait pas été inclus dans la pensée. Et que c'est quelque chose qui est très important, bien évidemment. Et c'est pour ça que Freud, il va nous dire
que ce qui se répète, quand on répète, on dit bah oui, mais c'est parce que on parle à partir de notre réalité psychique. Oui. Que moi je répète quelque chose du passé. Et Freud, il vient révolutionner la pensée en disant on ne répète pas quelque chose du passé, on répète quelque chose qui vient du futur. Que la compulsion à la répétition dont parle Freud, c'est quelque chose qui vient du futur, c'est parce que je suis un être mortel. Parce que, comment on va dire, que tout est déterminé, on va dire que tout est déterminé par ma manière de voir mon futur, de ce que je peux visualiser sur mon futur. Et le fait que, bien évidemment, il y a une limite. Donc, que des fois, les gens vieillissent très mal parce qu'ils sentent la mort là tout près. Donc, ils n'ont pas la possibilité de se rendre compte qu'ils ont encore toute une vie devant eux. La seule chose qu'ils voient, c'est la mort. Après, ils disent que c'est à cause du passé. Ce n'est pas à cause du passé. C'est parce qu'il y a cette limite, parce qu'il y a ma mort là devant. Et que pour faire face à cette situation, il faut pouvoir, on va dire, penser notre avenir, quelles que soient les années qui nous attendent, parce que bien évidemment, personne d'entre nous ne sait quand est-ce que nous allons mourir, et ça c'est une autre chose qui surprend beaucoup l'être humain. Non, pas que ce soit quelque chose, pas que ce soit une surprise, mais dans le sens où c'est quelque chose qui le surprend, qui le tend en alerte. Je peux mourir demain. Non, que nous ne savons pas la date de notre mort. Donc, c'est quelque chose qui est constamment présent, notre situation de mortel. Et si nous apprenons à vivre en sachant, en acceptant que nous savons cette limite, et qu'en plus nous ne savons pas la date, nous ne savons pas comment nous allons finir, si malade, si pas très malade, si dans un accident, si comment, nous ne savons pas. Et si nous arrivons à accepter cette situation, ce qui nous reste à vivre, ce que nous avons encore à vivre, va être encore beaucoup plus merveilleux. Mais il faut réussir à accepter cette limite, à arrêter de se battre contre cette situation dont nous avons l'incapacité de résoudre ce phénomène, si ce n'est en acceptant. Nous devons accepter que nous sommes des êtres mortels. Et que notre détermination d'aujourd'hui est plus en relation avec ce qui nous attend demain. Si demain j'ai un jour qui est prévu, qui me plaît et tout, aujourd'hui je vais très bien, peu importe ce que j'ai vécu aujourd'hui. Ce qui dépend, c'est ce qui m'attend demain. Ce qui est le plus important dans ma vie, c'est ce que j'imagine qui m'attend demain. Parce que ce qui m'attend demain, on ne le sait pas. Par exemple. Donc la psychanalyse, c'est cure qui consiste en voyage dans le passé et d'aller de faire ressurgir à la conscience les désirs refoulés. Non, moi, ça c'est pas absolument pas ce que j'ai dit, Hakim. Ça c'est très certainement ce que vous pensez, mais moi j'ai pas dit ça. Donc, quoique, quel que soit peu importe de quoi va parler le patient. Il peut parler de son passé, il peut parler de son présent, il peut parler de ses idées sur son avenir. Quel que soit, il parle de lui et c'est ce qui nous intéresse. Qu'il parle de lui. Que ce n'est pas qu'il y a quelque chose à résoudre du passé. C'est sa relation avec le passé qui doit être modifiée. De pouvoir penser que son passé, déjà si je pense que ce n'est pas mon passé qui me détermine, quelle libération! Quelle libération! Je ne suis plus embêtée par toutes ces choses que je dis qui me sont arrivées, que je ne sais même pas si c'est vrai. Dans le sens où quand j'en parle, à chaque fois que j'en parle, je le transforme. Au plus j'en parle, au plus ça se transforme. Parce que non, ça fait comme le téléphone arabe. Donc ça se transforme. Puis quand ça arrive au bout, allez savoir si c'est en relation avec ce que j'ai vécu. Allez savoir. C'est ce que je dis, c'est ce que je pense, c'est ce que je crois. Et ça, c'est important quand on écoute le patient. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne sait pas si c'est vrai, mais c'est vrai pour le patient. Et ça, c'est important. C'est qu'on ne peut pas penser que le patient nous ment et qu'il a transformé la réalité. Nous, ce qui nous intéresse dans le travail, ce n'est pas la réalité que le patient a vécue, c'est ce que le patient croit qui est sa réalité. Que lui, il est persuadé que sa réalité est ça. Et ça, c'est l'inconvénient. C'est sa croyance. Quand il est persuadé, être persuadé de quelque chose, comment je peux être persuadé de quelque chose?
Tu peux tout mettre entre guillemets. Peut-être que ça doit être ça. Ah, peut-être que c'est quelque chose d'autre. Mais je ne peux pas. Non, enfin, je ne peux pas. Nous pouvons faire tout ce que nous voulons et dire ce que nous voulons, surtout dans une séance de psychanalyse. Mais ce que je veux dire, c'est de pouvoir prendre une distance avec ce que je crois que je suis, ce que je crois que j'ai vécu, ce que je crois qui va m'arriver. Il y a des gens qui sont persuadés de ce qui va leur arriver. Et ils ne mettent pas. Apprendre de son passé nous aide-t-il pour le présent et l'avenir? Ben, vous avez déjà appris. C'est que le vécu, ce que nous avions à apprendre du vécu, nous l'avons appris. Alors peut-être qu'il y a des choses, c'est vrai que dans notre vie, il y a des choses qu'il faut, bonsoir Nadia, il y a des choses qu'il faut, des fois nous avons je veux dire qu'en psychanalyse, on doit parler de tout ce qui nous se passe par la tête, d'accord? Donc si c'est des choses du passé, ben, on passe des choses du passé, peu importe. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas parler du passé. Sinon que je dis que c'est notre relation à ce que l'on croit qui nous est arrivé, c'est une croyance qui ne nous aide pas à vivre dans le présent. Et apprendre du passé, premièrement, je pense que ce que j'ai vécu, j'ai appris ce que j'ai pu au moment où je l'ai vécu. Après, si j'ai encore des interrogations, pourquoi j'ai fait ça, je me rappelle, il y a 10 ans, avec tel truc, et il y a encore des trucs, ben oui, des obstacles qui m'empêchent de penser, parce que j'ai pas fini d'accepter ce que j'ai vécu. Parce qu'il ne s'agit pas exactement de le comprendre, il s'agit d'accepter que, ben oui, j'ai eu cette attitude-là ou cette autre attitude sur un phénomène, sur un événement, que j'ai eu. Et donc, bien sûr qu'il y a des choses qui nous permettent d'apprendre, non, en disant, voilà, j'ai quelque chose que j'aimerais bien voir, qu'est-ce qui m'est arrivé? Qu'est-ce qui m'est arrivé face à cette chose? Mais pour ça, eh ben, il faut s'analyser, bien évidemment. Donc, ce n'est donc pas le passé qui détermine, car le passé n'existe pas en tant que tel. En psychanalyse, on va dire que le passé n'existe qu'après avoir été interprété. Tout comme l'histoire le temps historique. Comme le temps historique. C'est-à-dire que si moi je ne publie pas un livre de psychanalyse pour tous, cet espace un jour va disparaître, il n'existera plus, il disparaîtra complètement. Et comme s'il n'avait jamais existé. C'est pour ça que je publie un livre pour montrer que nous nous sommes rencontrés tous les mardis à 21h pendant des mois et des mois, donc pour parler de la psychanalyse, pour laisser une trace, pour dire non, ça c'est arrivé, parce que sinon, le passé, bon, il y aura des souvenirs, quelqu'un va en parler, mais après, il ne va pas y avoir. Et l'écriture, c'est un temps aussi qui fait partie, de concrétiser l'après-coup. L'après-coup, Nathalie, c'est aussi, bien sûr, mais ça c'est dans le travail, on va dire, l'après-coup c'est dans le travail analytique, non? Donc, oui, c'est l'interprétation, effectivement, Nathalie, pardon. C'est avec l'interprétation, c'est-à-dire que les faits du passé, peuvent être interprétés. C'est pourquoi la psychanalyse peut se permettre de dire qu'un processus psychanalytique est une nouvelle écriture qui s'effectue sur une écriture antérieure. On va avoir la possibilité de réécrire l'histoire du sujet, puisqu'on peut transformer le passé. Puisque le patient va pouvoir transformer le passé. Ce n'est pas nous qui allons lui dire quoi que ce soit sur son passé, c'est lui-même qui va s'écrire une nouvelle histoire. C'est ce que l'on dit de notre passé qui nous intéresse. Bravo, exactement Christine. Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'on dit de notre passé, après ce que nous avons vécu. C'est pour ça que le psychanalyste, Freud au départ, il disait, j'avais un patient, j'allais parler avec la maman, j'allais parler avec un tel pour voir si ce que me disait le patient était vrai. Puis après, il a tout abandonné ça, il a dit, c'est pas ça qui m'intéresse. On ne cherche pas la vérité des faits. On veut savoir ce que le patient dit des faits. Mettre des mots sur des mots. Mais pas simplement sur des mots AMAX, mettre des mots sur ce qui nous arrive, Olivier. Pas simplement sur quelque chose qui nous fait mal. Être avoir la capacité de s'analyser, c'est associer librement. Et associer librement, ça ne veut pas dire passer d'un mal à un autre mal, à un autre mal, à un autre mal. C'est associer librement, parler de ce qui nous passe par la tête. Pourquoi? Pour montrer comment nous parlons. Et pour petit à petit modifier notre manière d'être en relation, non seulement au langage, mais avec ce que nous sommes,
avec ce qui nous est arrivé ou ce que nous disons nous est arrivé. Hein? Parce que cette croyance, le problème c'est cette croyance, parce que en plus quand on croit vraiment que ce qu'on dit du passé c'est vraiment, non, c'est comme, ah ben c'est pas de ma faute, hein. Moi c'est pas de ma faute, c'est parce que regardez ce qui m'est arrivé. Ce qui m'est arrivé c'est ce qui m'est arrivé. Maintenant c'est qu'est-ce que je fais avec ce que je dis qui m'est arrivé? Ou je continue à pleurer parce que ce qui m'est arrivé c'était dramatique, ou je fais autre chose avec ce qui m'est arrivé. On le voit bien là, Christiane, hein, le tableau, on le voit bien. Et donc c'est ça qui est intéressant. Bon, c'est-à-dire que nous tombons malades. Nous ne sommes pas responsables du fait que nous tombons malades. Nous sommes responsables de ce que nous allons faire avec cette maladie qui nous tombe dessus. Nous sommes responsables de ce que nous faisons avec ce qui nous tombe dessus. Parce que bien évidemment, non, il y a un accident qui se produit devant nous. Qu'est-ce que je fais? Ah ben qu'est-ce que je fais? Comment je réponds face à cette situation? Et c'est là où moi je suis responsable de comment je vais répondre à ce qui m'arrive. Et c'est là où on va voir qu'il y a une intelligence nécessaire au sujet. Pourquoi? Pour pouvoir avoir une position qui lui convient le mieux. Alors qu'est-ce qui lui convient le mieux? Ce qui lui convient le mieux, c'est de pouvoir continuer à faire des choses, continuer à grandir, continuer à apprendre. Non, on va dire, dans ce sens-là. Enfin, je ne sais pas. Après, ce qui convient à chaque personne, c'est quelque chose que chacun va devoir décider lui-même. Nous ne sommes pas responsables d'être nés. Mais attendez, Olivier, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui ne sortent pas. Parce qu'il y a comme Ola Jazz et Lila, d'être poussés vers la maturité, par exemple. Et nous ne sommes pas responsables d'être nés, mais n'empêche que nous avons survécu à la naissance. Nous avons accepté les soins qu'on nous a donnés. Tous les bébés n'acceptent pas. Il y en a qui restent, pardon, mais il y en a qui vont pas plus loin. Non, c'est-à-dire que quand on dit qu'il y a la sélection naturelle qui fait que les plus faibles, non, mais c'est qu'il y a non, une implication du sujet, ou on va dire pour les enfants, c'est pas exactement l'implication du sujet, sinon qu'il y a toute cette structure familiale qui soutient, qui veut que cet enfant vive. Faudrait-il essayer de modifier certaines de nos croyances? Exactement, Nathalie. Il faut modifier certaines de nos croyances. Mais pas nos croyances religieuses. Notre croyance vis-à-vis de nous-mêmes. Non, il y a des gens qui pensent qu'ils sont géniaux, qu'ils sont super ceci, super cela, et ils sont persuadés, ils parlent d'eux comme quoi ils sont persuadés de la même façon qu'il y en a d'autres qui parlent d'eux d'une façon très négative, et ils sont persuadés que ce qu'ils disent d'eux, c'est la réalité. Et ça fait souffrir. Que ce soit dans un sens ou d'un autre, ça fait souffrir. Être persuadé que ce que je dis de moi, c'est la vérité. Dolto disait à l'enfant qu'il a désiré de naître, qu'il a des idées de vivre, qu'il a des idées de vivre. Mais bon, ça c'est lui donner beaucoup de responsabilités, non? Parce qu'on sait que l'enfant, le nourrisson, on va dire, pendant tout un temps, non, c'est comme une partie de la mère. Donc, mais ça c'était une phrase pour l'enfant, pour lui dire maintenant tu es responsable de ta vie. Non? Tu es responsable de ta vie, donc maintenant c'est à toi de faire. Tu peux plus toujours dire que c'est à cause des autres. Non, maintenant nous sommes responsables de notre vie, nous pouvons faire face à la réalité qui se présente. Et si nous avons des difficultés pour faire face à la réalité qui se présente, il faut se psychanalyser. Bien évidemment. La psychanalyse vient à chaque fois que j'ai des difficultés à faire face, quel que soit, parce qu'on ne va pas attendre des symptômes, quelles que soient mes difficultés pour faire face à la réalité qui se présente, la réalité extérieure, qu'elle soit professionnelle, sentimentale, individuelle, artistique, je vois que ça n'a pas lieu d'être, qu'on n'est pas obligé de vivre avec des difficultés, avec la réalité extérieure. Pas qu'elle n'existe pas, mais que ce ne soit pas un problème. Ce n'est pas un problème. Bah oui, il y a des obstacles, il y a des difficultés avec la relation avec les autres. Ce n'est même pas des difficultés, c'est normal. Ce sont des choses qui font partie des relations sociales. Alors quand je transforme quelque chose qui fait partie de la vie, je le transforme en un drame, c'est parce que je pense que ça ne devrait pas exister.
je pense que je devrais avoir une vie beaucoup plus idéale que celle que j'ai. Et ça, c'est modifier la croyance. Quand on a trop d'idéaux, trop d'ambition, on va dire, cette ambition comme certains pensent, à la perfection. Et pour terminer sur cette idée du temps qui est très intéressante pour vous montrer que réellement il existe la possibilité de modifier dans l'appareil même les souvenirs peuvent se modifier. Parce que Freud, il va écrire une lettre à Fleiss et il va lui dire, dans sa lettre, il va lui parler de l'appareil psychique. Et il va lui dire que cet appareil psychique est composé de couches, de capes, de couches, non, de couches. C'est structuré par des couches. Où, de temps en temps, l'une des couches vient, pour ainsi dire, s'installer dans les contours des autres couches. Donc à chaque fois qu'il y a une couche nouvelle, qu'il y a quelque chose de nouveau qui apparaît dans notre vie, par exemple, il y a une nouvelle couche qui vient couvrir. Mais il dit qu'en fait, la couche qui vient couvrir, et il va utiliser le schéma pour avoir la notion de ce qui se passe avec le temps psychique, il va dire qu'en fait, chaque couche nouvelle qui arrive modifie la relation des autres, modifie les autres et modifie la relation des autres couches. Donc, c'est-à-dire que les nouvelles couches donnent un nouveau sens aux couches antérieures et donc transforment les structures précédentes. C'est-à-dire que ce n'est pas que les anciennes couches produisent une nouvelle structuration. Non, non. C'est que la nouvelle structuration produite transforme tout le contenu et donc le sens de la précédente. Donc voilà comment est formé notre appareil psychique. Et c'est pour ça qu'il existe et qu'il est possible de modifier les souvenirs que nous avons, qu'il est possible de modifier comme des... Mais on ne va pas essayer de faire quelque chose, c'est pas des... Non, c'est une représentation, Françoise, l'appareil psychique, rendez-vous compte, il n'existe nulle part. Non, c'est une construction théorique. Il n'existe, c'est pas comme quelque chose de biologique. Donc, mettre des cellules, si ça vous aide à mieux comprendre, d'accord, mais ce ne sont pas des cellules, l'appareil psychique n'existe nulle part. Donc c'est simplement une description pour essayer de comprendre, de comprendre un petit peu que, parce qu'en psychanalyse, on va dire, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau signifiant qui va rentrer dans l'appareil, il va se mettre en relation avec les autres signifiants et il va modifier l'organisation. C'est pour ça que quand on commence une psychanalyse, par exemple, de faire intervenir une nouvelle personne, qui me permet en plus, parce que c'est une personne qui va me permettre d'établir cette relation si particulière que je vais avoir avec mon psychanalyste. C'est une relation qui n'existe pas dans la vie quotidienne, c'est une relation tout à fait particulière. Et cette relation va permettre une modification dans l'appareil. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui commencent leur psychanalyse et qui peuvent avoir des modifications dès le début. Une nouvelle couche peau psychique renforcer notre système par excitation dans notre appareil. Non. Non, Nathalie, il ne s'agit pas de renforcer, c'est comme je vis un nouvel amour. Je vis un nouvel amour. Ce nouvel amour est tellement magnifique, tellement merveilleux, que mes autres amours, je vais en parler d'une façon différente, pas comme j'en parlais avant. Je vais en parler d'une façon différente. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai quelque chose de nouveau, que j'ai la possibilité de quelque chose de nouveau dans ma vie, d'une construction nouvelle dans ma vie, obligatoirement, ça me fait transformer ce qui m'est arrivé. Je ne veux plus parler de mes amours de la même façon. Donc, Khaled dit que le temps n'efface pas les souffrances. Mais le temps, non. Mais le travail analytique, oui. Fatia dit, vous voulez dire que nous sommes en modification continue? Exactement, Fatia. Surtout quand on est en psychanalyse. La psychanalyse, c'est cet instrument qui va nous permettre d'être en modification continue. Effectivement. Bon. C'était bien pour aujourd'hui. Nous allons... donc, n'oubliez pas 2 choses. J'ai besoin de nouveaux sujets. Si vous avez des sujets à me proposer, vous pouvez les laisser dans les commentaires et j'irai piocher tous ceux qui m'intéressent. Merci d'avance. Et d'un autre côté, vous avez le cours du dimanche qui commence sur la culpabilité
un cours accessible à tous sur la culpabilité qui commence dimanche 6 octobre. C'est une rencontre de 3 dimanches, 3 vidéos d'1h15 chacune. D'accord? Donc, tous ceux qui sont intéressés peuvent s'inscrire sur la page de Facebook. Merci à tous. Vous savez que vous pouvez partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux et je vous remercie d'avance de le faire. J'ai besoin de votre coopération pour que nous puissions être plus nombreux. Donc, merci beaucoup. Ok, d'accord, très bien. Alors, Guy, Samy, Fabienne, Françoise. Donc, le livre, il sort, il n'est pas encore sorti. Hein, il va sortir dans pas longtemps, Néléa. Donc, merci à tous pour votre participation, pour vos commentaires, pour être fidèle au rendez-vous. Isabelle, merci à vous. Régina, merci. Et on continue mardi prochain à 21h. Différence entre les vidéos du mois et les vidéos d'objets. D'accord, très bien. On commence, très bien. Merci Pascal, bonne continuation, bonne fin de soirée. Et on continue mardi prochain à 21h comme toujours. Au revoir, à la prochaine fois. Ciao, ciao.